Et donc, à travers ce prix Nobel, bien sûr, le point fondamental, je pense, c'est l'agression potentielle, en tout cas annoncée, qui est complètement liée à cette attribution du prix Nobel, puisque en plein déploiement de force états-unien, les 5 sages du prix Nobel ont donné une caution morale, une espèce de justification au plan de Trump pour le Venezuela. On parlera de ça dans le débat. Donc le débat, c'est dans le cycle de War and Peace Café, qui est un cycle un peu irrégulier, qui est fait en collaboration avec 4 autres organisations de la paix, dont certains sont ici. 3 organisations. 3. Oui. 4 total. Donc, c'était conçu au départ comme un échange entre les organisations de la paix, et ce sera intéressant d'avoir leurs opinions, leurs avis sur la question du Venezuela. Ce sont des organisations proches, mais le diable est dans les détails. Alors, ce débat-ci a été proposé par le comité de surveillance OTAN, dont je suis membre. Et j'aimerais commencer par dire 2-3 mots sur la raison pour laquelle le Venezuela intéresse le comité de surveillance OTAN, qu'a priori, le rapport entre le Venezuela et l'OTAN ne saute pas aux yeux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le comité de surveillance OTAN est né il y a déjà un quart de siècle maintenant, juste après l'agression de la Yougoslavie par l'OTAN. Et à cette occasion, beaucoup d'entre nous ont pris conscience de la nature réelle de l'Alliance Atlantique. Non pas, comme nous avez raconté pendant plein de temps, une alliance de défense contre la menace rouge, mais bien une alliance offensive, le bras armé du capitalisme mondial pour nous. Donc, et les guerres successives suivantes, où l'OTAN apparaissait soit directement, soit indirectement, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, bien sûr, maintenant l'Ukraine, ont confirmé cette position de l'OTAN comme bras armé de l'Occident, de ce qu'on appelle l'Occident global. Et donc, en fait, d'alliance de défense de l'Atlantique Nord, c'est pas une défense, c'est agressif, et ça menace le monde entier, du Venezuela à la mer de Chine, je dirais. Alors, c'est vrai que l'OTAN n'apparaît pas en tant que tel au Venezuela, mais il faut bien savoir, même si c'est pas très connu, que l'OTAN est déjà présent dans cette région, dans les Caraïbes. D'une part parce que la Colombie a rejoint l'OTAN, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais la Colombie est premier partenaire global de l'Alliance Atlantique depuis 2018. Et apparemment, c'est pas très facile de s'en défaire, puisque le président colombien a au moins exprimé le désir de quitter l'organisation, mais c'est pas encore fait. L'OTAN est également présent par toute une série d'îles de possession des Pays-Bas, dans le Caraïbes. Et donc, si vous voyez la carte du Venezuela, juste en face, juste à 0 mètre du Venezuela, il y a toute une série d'îles qui sont des possessions des Pays-Bas, membre émérite de l'OTAN, puisque c'est le pays de Mark Rutte. Et à ce titre-là, l'OTAN a déjà fait des manœuvres militaires d'intimidation au large du Venezuela. Mais, disons, de façon plus fondamentale, je dirais, l'OTAN est aussi
comment dire, depuis la révolution bolivarienne de Hugo Chavez, le Venezuela est d'office un ennemi des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Occident global, dont l'OTAN est le bras armé. Et parmi ces alliés, il y a les ennemis de l'OTAN, l'axe du mal, comme dit Mark Rutte, la Russie, la Chine, l'Iran. Et c'est très intéressant de voir que Madame Machado ne s'y trompe pas. À chaque occasion, elle insiste sur le fait que dès qu'elle sera au pouvoir, elle chassera l'Iran, la Chine, la Russie du Venezuela, et selon ses propres termes, elle dit que elle fera du Venezuela le meilleur allié de l'Occident. Ce sont ses propres termes. Donc oui, selon nous, la guerre, au moins la guerre annoncée contre le Venezuela, c'est une partie de cette espèce de guerre mondiale qui est déjà en cours pour préserver l'hégémonie de l'Occident. Bon, on reparlera certainement de tout cela au cours du débat. Débat pour lequel j'espère ne pas être trop long. Parce que je vais demander maintenant à nos invités de l'être moins. Donc nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Marcos Garcia. Et je m'excuse encore de la confusion que nous avons faite. Je vous ai attribué un titre qui... Donc vous êtes chargé d'affaires de la République bolivarienne du Venezuela, en Belgique et au Projet de Luxembourg. Voilà. Et M. Maurice Lemoine, qu'on ne présente plus, mais bon, je vais le présenter quand même. Je suis chargé d'affaires. Et donc, journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, écrivain spécialiste reconnu de l'Amérique latine et tout particulièrement du Venezuela, si je ne me trompe pas. En gros. Bon. Alors, comme de coutume, pour respecter un peu les façons usuelles de faire dans ce War and Peace Café, la soirée sera divisée en deux parties. Première partie, je vais demander à nos invités de s'exprimer le plus brièvement possible sur 4 questions bien précises. Je vais leur demander d'essayer de se limiter à 15 minutes par question, de manière à, pour la seconde partie, vous laisser la parole. Vos questions, vos critiques, vos remarques, etc. Allez. Donc, on va commencer sans tarder avec... bon, on va liquider la question Machado. Alors, Maurice Lemoine, disons, le comité Nobel a déjà connu quelques surprises, mais là je pense qu'on est quand même dans un espèce de sommet orwellien. Ici on a affaire à une personne qui déclare qui a reçu le prix Nobel de la paix tout en déclarant vouloir une intervention militaire. C'est quand même assez surprenant, disons. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur qui est cette douce personne qui est maintenant l'équivalent, l'alter ego de Mère Teresa? Écoutez, c'est pas tellement nouveau en fait, les fantaisies du prix Nobel de la paix. Juste comme ça, très très vite pour démarrer, il ne faut plus prendre ça très au sérieux. Parce que quand on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit qu'en 1906, le prix Nobel de la paix était Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est le président des États-Unis qui a organisé la sécession du Panama, qui était une province colombienne, et qui s'est emparé du Panama pour pouvoir y construire un canal. Et puis vous avez eu en 1953 George Marshall, qui était aussi un Américain, un États-Unien, qui était chef d'état-major de l'armée américaine au moment d'Hiroshima et Nagasaki. Et pour un prix Nobel de la paix, c'est pas mal non plus. Barack Obama, Henry Kissinger, là vous le connaissez tous, c'est pas la peine que je vous décrive, très impliqué dans la guerre du Vietnam, organisateur du coup d'État contre Salvador Allende au Chili, et qui reçoit coup d'État contre la guerre de septembre 1973, prix Nobel de la paix pour Henry Kissinger, octobre 1973.
C'est dingue. Il y a eu Barack Obama en 2009. Personne n'a trop su pourquoi. Alors après, il s'est rattrapé, puisqu'il a détruit la Libye, il est intervenu en Afghanistan, etc. Et puis il y a eu, y compris en 1987, Juan Manuel Santos en Colombie. Et c'était intéressant parce qu'il a eu le prix Nobel de la paix, parce qu'il a fait la paix précisément avec la guérilla des FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie. Mais en général, quand on fait la paix, on est deux. Et les FARC n'ont pas eu le prix Nobel, mais Juan Manuel Santos a eu le prix Nobel. Alors maintenant, nous avons María Corina Machado, qui est, maintenant, si vous regardez les articles sur le Venezuela, vous allez avoir systématiquement la prix Nobel de la paix, María Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne. Ça en jette, hein. Parce qu'avant, c'était la chef de l'opposition vénézuélienne. Maintenant, c'est la prix Nobel de la paix. María Corina Machado, elle appartient à une grande famille de l'oligarchie, ça, c'est pas de sa faute. Personne choisit où il est né. Elle n'a pas vraiment apprécié Chavez, parce que Chavez a nationalisé une partie des entreprises de son père, qui étaient des entreprises sidérurgiques. Donc à la limite, on peut comprendre qu'il y avait une certaine animosité pour Chavez. Pour autant, la nationalisation a eu lieu en 2008, et dès 2002, María Corina Machado participe à la tentative de coup d'État contre Chavez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 11 avril 2002, tentative de coup d'État contre Chavez. Vous avez toute l'oligarchie vénézuélienne qui se réunit au palais présidentiel de Miraflores et qui signe ce qu'on appelle le décret Carmona, qui destitue l'Assemblée nationale, les maires, tous les corps constitués. Et ce décret Carmona est signé par María Corina Machado. Et puis en 2004, elle va être financée par les États-Unis. Alors tout ce que je vous raconte, c'est documenté. Hein. Là, on va aller très vite parce que je suis surveillé sur ma droite par... Non, parce qu'il y a un truc que tu sais pas, c'est que nous, notre culture, c'est Chavez et c'est Fidel Castro. Ils parlent pendant des heures, ils parlent pas un quart d'heure. On n'a pas vu. Oui, oui. Tu n'as pas pensé à ça. Donc, elle est financée. Oui, donc, tout ce que je vous raconte est documenté. Hein. Là, on va aller très vite. Donc, en 2004, elle est financée par les États-Unis pour organiser un recueil de voix, pour organiser un référendum révocatoire contre Hugo Chavez, que Hugo Chavez va gagner avec 59% des votes. En parenthèse, c'est pas des scores à la nord-coréenne. Hein. Il gagne le référendum révocatoire avec 59% des votes. Il y a une opposition. L'opposition prétend qu'il y a eu fraude, qu'elle va apporter des preuves. C'était en 2000, je ne sais plus, enfin, il y a encore des preuves, hein. On les a jamais eues. Et puis en 2014, souvenez-vous, il y a eu une vague d'émeutes au Venezuela, violence insurrectionnelle, qui a été lancée par l'opposition radicale sous le nom de la salida, la sortie, et ça visait de sortir Maduro. Ça a fait 45 morts. María Corina Machado a été impliquée dans la salida et elle a été devant l'Organisation des États américains pour témoigner et demander des sanctions contre le Venezuela. Et alors, la trouvaille pour qu'elle puisse parler devant l'Organisation des États américains, parce qu'elle n'était que députée, donc elle n'avait aucune légitimité à s'exprimer devant l'OEA, c'est le Panama qui lui a prêté son siège, donc elle est devenue un temps ambassadrice du Panama pour demander devant l'OEA des sanctions contre son propre pays. Et c'est la première fois qu'elle a été déclarée inéligible au Venezuela, parce que pour faire ceci, elle aurait dû avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale, tout bêtement. Donc une première fois, elle a été déclarée inéligible. Et puis, bon, Hugo Chavez nous a quittés, enfin surtout quitté les Vénézuéliens. Nicolas Maduro est arrivé au pouvoir. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro, en 2018, María Corina Machado participe à une campagne d'une extrême violence, demandant une campagne de pression maximum, donc à Trump en particulier, hein, à partir de son premier mandat. Elle a appelé en permanence à une aggravation des sanctions. Vous savez que les États-Unis de Trump ont imposé des sanctions au Venezuela, et les sanctions, elles ont coûté jusqu'en 2023 228 milliards de dollars au Venezuela. C'est-à-dire que les sanctions ont ruiné l'économie vénézuélienne. Ces sanctions ont été appelées en permanence par María Corina Machado, qui demande en permanence, et aujourd'hui encore, à aggraver les sanctions. Je précise une chose, parce que je présume qu'il n'y a pas grand monde ici qui aime beaucoup Donald Trump, mais c'est que le décret qui a permis les sanctions, qui a fait du Venezuela une menace extraordinaire et exceptionnelle contre la sécurité nationale des États-Unis, c'est une absurdité totale.
a été signé en mars 2015 par Barack Obama. C'est-à-dire que Trump, en réalité, c'est la suite de Barack Obama en plus grave. María Corina Machado a appelé à une intervention militaire contre son propre pays. Elle en a appelé à, vous avez pu entendre parler, la responsabilité de protéger, l'art de paix, qui a été inventée par les humanitaires pour permettre des interventions dans des pays dans lesquels on a envie de chasser. Bon, bref, enfin, elle a violé délibérément toutes les règles. Je précise que si María Corina Machado était française, c'est-à-dire si elle avait demandé des sanctions contre son propre pays à un ennemi de la France, l'article 411.4 du Code pénal, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, je passe très vite, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle. C'est-à-dire que si María Corina était Machado, elle serait emprisonnée. Et le Venezuela qu'on présente comme un régime autoritaire est d'une mansuétude immense, alors pour des raisons évidemment qu'on pourrait expliquer après, avec María Corina Machado. Et puis donc, María Corina est inéligible. Alors je rappelle qu'en France, on a Marine Le Pen qui est inéligible. Ça ne déclenche pas un scandale international. Qu'au Brésil, Jair Bolsonaro est devenu inéligible et que ça ne provoque pas un scandale international. Que normalement, aux États-Unis, Donald Trump aurait dû être inéligible. Alors il ne l'est pas, ça aurait dû provoquer un scandale international, parce que je vous rappelle quand même qu'il a contesté le résultat des élections, la victoire de Biden en 2020. Donc la droite a organisé des primaires auxquelles María Corina Machado, qui était inéligible, a participé. Voilà. Déjà, du point de vue de la droite radicale, il y avait quand même un problème. On savait dès le départ qu'il y aurait un problème. Tout le monde le savait. Et puis, alors je vais évidemment passer très très vite, les élections primaires de la droite vénézuélienne avec María Corina Machado ont été à de multiples reprises dénoncées par, y compris ceux qui y ont participé, comme étant pas très claires, pas très nettes. Alors je vais vous citer très vite, la vice-présidente de la Commission nationale des primaires, María Corina Uzcategui, a démissionné en juillet parce qu'elle considérait que les conditions n'étaient pas remplies, etc., etc., etc. Donc d'emblée, il y a eu des suspicions, et au terme de ces primaires, María Corina Machado est devenue, dans nos médias, dans vos médias, on est à peu près les mêmes, en France et en Belgique, la chef de l'opposition vénézuélienne. María Corina Machado a gagné les primaires de l'opposition avec 92% des voix. Et donc tout le monde en a conclu que María Corina Machado était la chef de l'opposition vénézuélienne et qu'elle allait forcément battre Nicolas Maduro puisqu'elle était immensément populaire. Ce qu'on n'a pas vraiment analysé, c'est qu'elle a gagné les primaires avec 2 500 000 voix, qui représente 10% du corps électoral vénézuélien. C'est-à-dire qu'on vous a présenté comme quelqu'un qui avait ramarré le soutien d'un raz-de-marée vénézuélien, en réalité c'était une escroquerie. Alors la chef, effectivement, elle a gagné les primaires de la droite, mais avec 10% du corps électoral vénézuélien. Ensuite, c'est passé, je vais laisser mes notes, je vais vous parler comme ça va aller plus vite, parce que j'ai plein qui doivent être inquiets. Ensuite, donc, elle était toujours inéligible. Donc, imaginez-vous, elle gagne les primaires, elle est inéligible. Et donc, à ce moment-là, tout le monde se demande ce qui va se passer. María Corina dit, textuellement, les élections ne peuvent pas se passer sans moi. Et donc on va avoir pendant toute la campagne une pression maximum sur María Corina Machado doit pouvoir se présenter. Il se trouve que, avant cette séquence, l'opposition vénézuélienne avait négocié avec le gouvernement à la Barbade. Elle avait signé un accord en octobre 2023. Il y avait eu un accord pour organiser la présidentielle et l'opposition et le gouvernement s'étaient engagés à respecter les institutions vénézuéliennes, les institutions électorales et les lois vénézuéliennes. Et cet accord de la Barbade avait prévu que le cas des personnes inéligibles serait réexaminé par la Cour suprême de justice. Mais en aucun cas, l'accord avait dit que les gens inéligibles allaient être rendus éligibles. La Cour suprême de justice a réexaminé le cas de María Corina Machado et a confirmé qu'elle était inéligible. Et à partir de là, vous avez eu le déclenchement d'un scandale international sur la chef de l'opposition vénézuélienne ne peut pas se présenter à la présidentielle, le Venezuela est une dictature. Alors vous avez eu évidemment les États-Unis, vous avez eu l'Union européenne, vous avez eu Amnesty International, s'il y a des militants d'Amnesty ici, j'ai la plus grande sympathie pour vous, mais il est temps que vous interrogiez un petit peu votre organisation.
Il y a un vrai problème. Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix d'extrême droite, a été félicitée par Amnesty International. C'est un truc pour les défenseurs des droits humains, c'est douloureux. Hein. C'est un vrai problème. Bref, Maria Corina Machado n'a pas pu se présenter. Au bout du bout, je vous raconte pas toute l'histoire, si vous voulez la savoir, vous allez sur le site de Mémoire des luttes. Il y a des articles très détaillés sur ce qui s'est passé. Elle a nommé un remplaçant, Edmundo Gutiérrez, qui est un vieux monsieur, il est plus jeune que moi, c'est pour moi. Un peu plus décalé que moi, on va dire. Quelque temps avant l'élection, l'opposition a annoncé, et Maria Corina Machado en particulier, qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat de l'élection. Et qu'elle allait mettre en place un système parallèle de comptage des votes. Citez-moi un pays démocratique, l'opposition d'extrême droite peut annoncer « Nous ne reconnaîtrons pas le résultat de l'élection et nous aurons notre propre décompte ». Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela. Et non seulement le jour de l'élection, il y a eu ce système parallèle, et le Conseil national électoral vénézuélien, qui était en charge de cette opération, a été victime d'une cyberattaque qui l'a empêché de donner les résultats le soir même. Je vous précise, quand je vous affirme qu'il y a eu une cyberattaque, parce qu'elle a été niée, elle a été en dit, ouais, c'est le gouvernement qui raconte ça, qu'elle a été revendiquée. Elle a été revendiquée par un hacker qui s'appelle Astra. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais qui dans le monde des hackers fait partie, paraît-il, des 10 hackers les plus habiles du monde. Il a infiltré il y a une quinzaine d'années le système d'assaut en France pour piquer des secrets industriels. Et il a expliqué dans une interview que j'ai, qui est en ligne, que vous pouvez consulter si vous me demandez l'adresse, et je vous la communique, qui a revendiqué l'attaque sur le Conseil national électoral vénézuélien. Et cette attaque a été confirmée par une entreprise de spécialistes de la cybersécurité, qui est états-unienne, qui s'appelle Netwood Systems, qui a publié un article que vous pouvez là encore lire. Moi je ne suis pas Tintin reporter, hein. Je fais pas, vous savez, maintenant la grande mode c'est le journalisme d'investigation. Non, moi je fais du journalisme, tout ce que je vous dis là c'est en source ouverte. Donc Netwood Systems a confirmé qu'il y avait eu une attaque extrêmement violente sur le système national. Bon, moyennant quoi, tout le monde vous a dit, vous avez vu plusieurs radios, Nicolas Maduro a perdu l'élection et Maria Corina Machado les avait gagnés. Et depuis cette période, et je vais m'arrêter là, bien, hein, encore 3 minutes, ça fait un peu long. Hein. Et depuis cette période, si vous voulez, circule ce qu'on va appeler la légende, c'est que Maduro avait perdu l'élection, Maduro est un dictateur, et Maria Corina Machado est devenue Sainte Maria Corina Machado. Et Sainte Maria Corina Machado, depuis cette élection, appelle encore et en permanence des sanctions contre le Venezuela, une intervention militaire contre le Venezuela. Vous le savez, tu l'as dit à l'entrée, il y a actuellement, et monsieur le chargé d'affaires, vous le précisez sans doute, j'imagine pas, il y a en ce moment une flotte de la marine de guerre des États-Unis qui est face au Venezuela, et Maria Corina Machado l'appelle ouvertement à intervenir. Elle a, alors si vous suivez les affaires du Venezuela, au Venezuela d'ailleurs on ne parle plus de Maria Corina Machado quasiment. Maria Corina Machado c'est un produit destiné à l'extérieur. C'est un produit qui vous est destiné. Et en permanence, vous pouvez le voir sur X, sur TikTok, pas sur TikTok, sur Instagram, sur ce truc-là, où elle est dans un discours absolument parfois délirant, franchement parfois délirant, sur le Venezuela, qui est l'allié de la Russie, qui fait pénétrer la Chine en Amérique latine, avec des cellules du Hezbollah, mais évidemment avec le discours qui porte auprès de l'administration Trump. Bon. Tout ça est en connivence. Je termine sur un point. Elle a fait il y a 2 jours, vous voyez que je suis franchement là, je suis dans le tempo. Elle a fait il y a 2 jours une déclaration lors. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Oui, alors, excusez-moi, j'en oublie, mais on aura l'occasion d'en reparler. Elle a évidemment beaucoup d'amis, Maria Corina Machado. Par exemple, son parti, VT Venezuela, a passé un accord de coopération avec le Likoud de Benjamin Netanyahu. Un accord de coopération, hein, il est signé, il est public, c'est la grande amie de Milei, de Trump, enfin je veux dire de tous les gens qu'on connaît, et dont on peut dire qu'ils sont de droite radicale ou d'extrême droite. Mais c'est d'autant plus, honnêtement, je suis incapable de vous expliquer comment fonctionne le comité Nobel. Je ne comprends même pas comment quelqu'un a pu imaginer de donner le prix Nobel à Maria Corina Machado. Bon, bref.
Donc elle a été félicitée par Milei, elle a été félicitée par Macron, elle a été félicitée par l'Union européenne, elle a été félicitée, je vous l'ai dit, par Amnesty International. Et le 5 et 6 novembre, on est le 11. Elle a fait alors, pareil, vous allez lire partout, Maria, alors maintenant c'est la prix Nobel Maria Corina Machado qui vit dans la clandestinité. Non mais attendez, le gouvernement vénézuélien, c'est évidemment... on est dans une belle histoire. Bon. 5 et 6 novembre, donc, la prix Nobel Maria Corina Machado, qui vit dans la clandestinité, est intervenue par Internet lors, alors je vais vous dire exactement, l'American Business Forum de Miami. Et j'ai revu la séquence ce matin, je l'ai re-regardé ce matin parce que je savais qu'on allait parler du Venezuela ce soir. Je vous lis le discours de Maria Corina Machado. Je vous lis ce qu'elle a dit donc aux businessman de Miami. J'ouvre les guillemets. Je parle d'opportunités de 1700 milliards de dollars. Pas seulement dans le pétrole et le gaz, qui sont des opportunités énormes, et vous le savez. Car nous allons privatiser les secteurs de l'exploration et de la production, les raffineries et le transport, mais aussi les mines et les infrastructures, les gisements d'or, le secteur de l'énergie. Notre réseau électrique dispose de 17 gigawatts et doit être rénové en vue de développer des nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Sans parler du tourisme, le Venezuela dispose de 800 km de côte avec une eau transparente, la côte Caraïbe est prête à être développée. Ça va être énorme. Elle le dit, si je vous donne le lien si vous voulez, ça va être énorme. Nous ramènerons l'état de droit, nous allons ouvrir les marchés, nous apporterons toute la sécurité pour les investissements étrangers, ainsi qu'un programme massif de privatisation, et ces privatisations n'attendent que vous. Voilà qui est Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix. Merci beaucoup. C'est presque dans les temps. Monsieur Garcia, Maurice et moi on a déjà enquêté sur la question de la démocratie, mais c'est vrai que lorsqu'on parle à certains même amis et camarades du mouvement de la paix, c'est cette question de démocratie qui revient très souvent. Je cite les raisons pour lesquelles le comité Nobel a attribué son prix à Corina Machado. C'était pour son combat pour parvenir à une transition pacifique de la dictature à la démocratie. Il n'y a pas que des gens d'extrême droite qui soutiennent Machado. Votre grand président Macron salue le courage et l'engagement résolu en faveur de la démocratie et de la liberté au Venezuela. Son successeur potentiel, Raphaël Glucksmann, a félicité Machado en s'écriant « Vive l'inlassable combat des démocrates vénézuéliens contre la dictature de Maduro ». Donc ma question, M. Garcia, est-ce que le Venezuela est une dictature? Est-ce que Mme Machado risque d'apporter la démocratie? Et voilà. No, Venezuela es un país. Venezuela es un país que desde el año 98 decidió actuar de manera independiente de los intereses transnacionales. Le Venezuela est depuis 1998. Oui, je mets du mal, je ne m'attendais pas à traduire déjà. Est un pays qui, depuis l'année 1998, a décidé d'agir de manière indépendante des intérêts transnationaux. Nosotros reformamos el sistema electoral que excluía aproximadamente un 40% de la población. Nous avons développé, nous avons réformé le système électoral qui excluait les 40% de la population.
Desde el año 99 hemos organizado 33 elecciones. Nous avons déjà organisé 33 élections. Venezuela es el país en Latinoamérica donde la gente más vota. Le Venezuela, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de participation de votants. Pero hay dos situaciones en general que nos afectan. Hay dos situaciones que nos afectan. Il y a deux situations qui nous affectent. Por un lado, la violencia política D'un côté, la violence politique, y por otro lado, en la actualidad, las medidas coercitivas unilaterales. et d'autre part, actuellement, les mesures coercitives unilatérales. Como decía el camarada aquí, la oposición solamente reconoce el resultado electoral cuando ellos ganan. Comme le disait le camarade, l'opposition reconnaît les résultats électoraux uniquement quand c'est lui qui a gagné. Ellos ganaron en el 2007 ganaron un referéndum. En 2007, ils ont gagné un référendum. Y en 2015 ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional. En 2015, ils ont gagné la majorité de l'Assemblée nationale. Pero en el 2002 organizaron un golpe de Estado contra Mais en Chávez. 2002, ils ont organisé un coup d'État contre Chavez. Después del golpe de Estado organizaron una huelga petrolera. Après le coup d'État, ils ont réalisé une grève du pétrole. En el 2013, cuando el presidente Maduro ganó las elecciones, organizaron una campaña de violencia. En 2013, quand le président Maduro a gagné les élections, ils ont organisé La campaña de violencia. une campagne de violence. En el 2014 organizaron la salida, un movimiento que perseguía Et en 2014, ils ont El organisé derrocamiento le mouvement del presidente nommé La Salida, qui organisait la oposición para derrocar al presidente Maduro. l'opposition pour le renversement du président Maduro. En el 2017 hicieron otra campaña de violencia más donde quemaron vivo a Orlando En Figuera. 2017, ils ont organisé une autre campagne de violence. Ils ont brûlé vif A Orlando Figuera Orlando Figuera porque parecía chavista. parce qu'il se montrait comme chaviste. Si, parce qu'il il paraissait chaviste parce qu'il était noir. El noir, pues bien. Donc ils l'ont pris pour un chaviste parce qu'il était noir et il a été brûlé. Exacto. En el 2019, En 2019, Estados Unidos dijo que el presidente de Venezuela era Juan Guaidó. les États-Unis ont déclaré que le président du Venezuela, c'était Juan Guaidó. Y en el 2024, En 2024, cuando perdieron las elecciones de quand nuevo, ils ont perdu les élections à nouveau, organizaron una revolución de colores. ils ont organisé une révolution de couleurs. Intervinieron el Consejo Supremo Electoral, los sistemas, Ils sont intervenus sur le système électoral para evitar que dieran los resultados. Los resultados. oui, evitar los resultados. si, pero qui Pour intervenir. éviter El sistema electoral. El sistema Ah, de voto. intervenir, ça veut dire saboter. qu'ils soient interviewés. Ah oui, oui. Ils ont saboté le système électoral pour que le président Maduro n'apparaisse pas comme gagnant. Organizaron otra campaña de violencia. Ils ont organisé d'autres campagnes de violence. El problema que tienen es que nosotros aprendemos a contraatacar la Le violencia. problème auquel ils doivent faire face, c'est que nous, on a appris à contrecarrer la violence. Y la última, esa revolución de colores le duró 2 días. Et cette révolution dite de couleur a duré 2 jours. A los 2 días estaban detenidos los dirigentes y Et alors, Los les financistas. dirigeants ont été arrêtés los financistas también, los que pagaban. et les commanditaires aussi. Bueno, todas esas campañas que se hacen de violencia son financiadas a través de la USAID. Toutes ces campagnes de violence se préparent au travers de USAID. Ajá. USAID, ajá. Entonces, el otro elemento importante que afecta al sistema electoral son las medidas L'autre coercitivas. élément qui affecte le système électoral, ce sont Las medidas coercitivas les mesures coercitives unilaterales. unilatérales.
Ce qu'on appelle les sanctions. Sanciones. No, pero sanciones son impuestas a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ce qu'on appelle sanctions, c'est des mesures imposées par l'intermédiaire décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Estados Unidos no tiene derecho a poner sanciones. Les États-Unis n'ont pas. No tiene derecho a poner Les États-Unis n'ont pas le droit de faire des sanctions. Por eso se llaman medidas C'est pour coercitivas ça qu'on nous les appelons unilaterales. dit mesures coercitives unilatérales. Totalmente diferentes Et y c'est tout à fait muy différent ilegales. et tout à fait illégal. Bueno, esas medidas, como ya informó el compañero aquí, que habló casi de todo, su inicio fue un decreto de Barack Obama en el 2015. Ces mesures, comme le rappelait les camarades ici à côté, ont été décidées en 2015 par le président Obama. La Venezuela era una amenaza por la seguridad nacional. Qui disait le Venezuela est une menace pour la sécurité nationale. En el 2017, Donald Trump En 2017, Donald Trump incrementó las sanciones. a accentué, a réaffirmé les sanctions. Estableció un bloqueo económico Il a fait un blocus économique y financiero. et financier. Venezuela fue excluida del sistema bancario Le internacional Venezuela a controlado por été Estados Unidos. exclu du système financier international contrôlé par les États-Unis. Todas nuestras cuentas en el extranjero fueron Tous nos congeladas. comptes à l'étranger ont été congelés. Todavía tenemos más de 20 billones de dólares congelados en Nous bancos. avons encore 20 billones. 20 000 milliards. C'est ça Ajá, bueno, 20 000 milliards congelés. Non, 20 milliards. 20 milliards. oh, Ça suffit, oui. ajá. 20 milliards. Cisco, que es una de las empresas que tenía Venezuela en Estados Unidos, gigantesca, tenía C'est Citco qui était une des entreprises gigantesques que détenaient les États-Unis. tenía aproximadamente 14.000 gasolineras en Estados Unidos. Possédait 14 000 gazoducs, réservoirs, 14 000 stations-service. des stations, 14 000 stations-service aux États-Unis. Pero Cisco fue confiscada por el gobierno de Estados Et Unidos. elles ont été confisquées par les États-Unis. Bueno, a través de todas esas medidas través de toutes ces se mesures. evitó el ingreso de la divisa del país se redujo casi a cero. La réserve de devises du pays a été réduite quasi à zéro. Las medidas unilaterales tuvieron un impacto enorme, Les tienen un impacto mesures enorme unilatérales ont eu un impact énorme en la economía, dans l'économie, los servicios públicos les services publics y la vida cotidiana de los et la venezolanos. vie quotidienne des Vénézuéliens. Pero a pesar de todo eso, seguimos viviendo en democracia. Mais malgré tout ça, nous continuons à vivre en démocratie. Nosotros elegimos a nuestros dirigentes Nous élisons nos dirigeants. y tenemos oposición en Venezuela, que no es la oposición Et extremista nous avons une opposition au Venezuela qui n'est pas l'opposition extrémiste y que participan en las et qui elecciones de participe aux manera élections normal. de façon normale. Eso es lo que puedo decir. Merci beaucoup. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de revenir sur le prétexte trouvé par Trump de lutte contre le narcoterrorisme, le trafic de drogue, tellement ça paraît grossier et encore moins crédible que les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Mais bon, je suis sûr que les démocraties européennes auraient préféré une bonne guerre pour la démocratie, la liberté, les droits de l'homme usuels, le package complet. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'administration Trump veut actuellement ou prévoit ou semble
programmer une agression contre le Venezuela d'après vous? Alors, le Venezuela, c'est pas alors c'est à la fois un cas particulier, mais en même temps, c'est pas un cas si particulier que ça. Quand vous prenez la période récente en Amérique latine, vous avez eu tentative de coup d'État contre le Venezuela en 2002, coup d'État en Haïti en 2004, coup d'État réussi au Honduras en 2009, Manuel Zelaya, coup d'État réussi au Paraguay en 2012, Fernando Lugo, coup d'État réussi en 2016 au Brésil contre Dilma Rousseff. Alors, des coups d'État parlementaires, mais c'était un coup d'État, parce que l'accusation portée contre Dilma Rousseff n'était pas la route. Vous avez eu un coup d'État au Pérou en 2021. Vous avez eu 2015 le décret Obama contre le Venezuela. Vous avez eu le Venezuela, ça a été dit, 2014, violence insurrectionnelle, 45 morts. 2017, violence insurrectionnelle, 125 morts. 125, alors pareil, les médias vous ont dit la violence au Venezuela, la répression de 125 morts. Non, dans les 125 morts, il y avait effectivement des opposants, il y a eu des gardes nationaux, il y a eu des policiers tués par balles. C'est-à-dire que l'opposition démocratique au Venezuela tire à balles réelles sur les forces de l'ordre. On n'est pas en Belgique, on n'est pas en France, on n'est pas en Suisse. Pas la même histoire. Entre parenthèses, il y a eu toute une campagne médiatique en 2017 contre Nicolas Maduro. Il y a eu une répression qui a fait 125 morts au Venezuela. Là, je veux dire, dans les Caraïbes en ce moment, avec les frappes de la marine américaine contre des embarcations supposées de narcotrafic, on en est déjà à plus de 60 morts. C'est remarqué, mais ce n'est pas encore l'objet d'un scandale. Il y a eu 2017 la détention de Lula au Brésil pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle en 2018. 2018, soulèvement au Nicaragua, 220 morts. C'est pas rien, ça vaudrait une soirée de Nicaragua pour en parler. 4 août 2018, tentative d'assassinat de Nicolas Maduro. C'est passé inaperçu, hein. Franchement, ça n'a pas fait des grands titres, avec des drones. C'est nouveau, ça venait de sortir. Octobre 2019, coup d'État contre Evo Morales. C'est-à-dire qu'il y a une offensive générale de la droite, des droites, et de ce qu'on appelle à juste titre l'impérialisme, avec le sous-impérialisme européen, contre les gouvernements de gauche d'Amérique latine, quels qu'ils soient. Alors c'est encore plus grave contre le Venezuela parce que c'est les premières réserves pétrolières du monde. Vous le savez, si vous êtes là, j'imagine que vous êtes déjà un peu au courant. Je vais vous faire très très peur. Maintenant je m'en fiche parce que c'est la deuxième partie, donc je peux dépasser le temps. Non, j'exagère. Je ne vais pas dépasser plus d'un quart d'heure. Non, mais je vous prends quelques déclarations qui ont été faites depuis le gouvernement des États-Unis parlant du Venezuela. Pour que vous compreniez bien la logique. C'est-à-dire que il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le Venezuela est un pays qui est victime d'une guerre. Alors ça s'appelle une guerre hybride, ça ne se voit pas, ça passe inaperçu, c'est pas une armée contre l'autre jusqu'à présent. Vous avez début des mesures coercitives unilatérales, déclaration du département d'État des États-Unis, 9 janvier 2018. La campagne de pression contre le Venezuela fonctionne. Les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le gouvernement à commencer à tomber en défaut, tant pour la dette souveraine que pour la dette de PDVSA. PDVSA, c'est la compagnie pétrolière nationale, sa compagnie pétrolière. Et ce que nous voyons est un effondrement économique total au Venezuela. Donc, notre politique fonctionne, notre stratégie fonctionne et nous la maintiendrons. Là, on est en 2019, au moment où Juan Guaidó s'autoproclame président du Venezuela. Vous avez Mike Pompeo, qui est l'ancien chef de la CIA, mais aussi qui est l'ancien chef l'ancien secrétaire d'État du premier mandat de Donald Trump, qui a écrit ses mémoires. Donc je vous lis un petit passage. Nous espérions rendre la vie du régime si misérable, donc il parle du Venezuela, nous espérions rendre la vie du régime si misérable que Nicolas Maduro et ses voyous seraient obligés de passer un accord avec l'opposition. Si Maduro voulait vivre dans un château suisse pour le reste de sa vie, nous étions prêts à le laisser faire à condition que le Venezuela revienne à la normale. À plusieurs reprises, le président Trump, John Bolton et moi-même avons suggéré l'option militaire pour le Venezuela. Aucun d'entre nous ne voulait retirer publiquement de la table un important moyen de pression. Donc on parlait du VAL, de la pression maximum. Trump quitte le pouvoir, Biden fait 4 ans, et Biden assouplit très très légèrement, pour des raisons que je vous expliquerai après, les mesures coercitives unilatérales en autorisant l'entreprise
la multinationale Chevron à exploiter le pétrole vénézuélien. Ça réduit très minimement les sanctions, mais ça les réduit, c'est un ballon d'oxygène pour le Venezuela. Trump se met en colère. Trump se met en colère, qui est dans l'opposition, qui veut revenir au pouvoir, et il déclare ça le 10 juin 2023. Quand je suis parti, le Venezuela était prêt de s'effondrer. Nous l'aurions pris. Nous aurions obtenu tout ce pétrole. Nous l'aurions eu juste à côté, mais maintenant, nous l'achetons au Venezuela. Et nous enrichissons un dictateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clair, hein, le Venezuela était bon à prendre. Et puis vous avez celui qui est aujourd'hui le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Vous avez en 2019, il y a eu une cyberattaque sur le système électrique vénézuélien. Ça s'est traduit par une catastrophe pendant plusieurs jours, plus d'électricité au Venezuela. Et 5 heures avant le déclenchement de cette cyberattaque, aux États-Unis, devant le sous-comité des relations extérieures du Sénat, Marco Rubio déclarait « Le Venezuela va entrer dans une période de souffrance qu'aucun pays de notre hémisphère n'a jamais affrontée dans l'histoire moderne. » C'est lui qui est actuellement le secrétaire d'État aux États-Unis. Et donc, la politique qu'ils sont en train d'appliquer, c'est évidemment celle-là. Alors, on va quand même revenir sur l'accusation du Venezuela, pays narcotrafic, pays failli. Vous savez qu'il y a quand même un truc, excusez-moi, je parle comme dans la ville, je suis plus au monde diplomatique, c'est qu'on a un président au Venezuela qui s'appelle Nicolas Maduro, dont la tête est mise à prix par les États-Unis, 50 millions de dollars. On n'a jamais vu ça, hein. Ça a commencé à 15 millions de dollars pendant le premier mandat de Trump, c'est passé à 25 millions de dollars et c'est maintenant à 50 millions de dollars. L'argument de l'administration des États-Unis, c'est Nicolas Maduro est le chef de 2 cartels, un cartel de drogue, le cartel des Soleils, et un autre cartel de drogue, El Tren de Aragua, le train d'Aragua. Le train d'Aragua. Le train d'Aragua, c'était une bande, effectivement, qui a sévi au Venezuela. Une bande de délinquants. Il y a eu une période au Venezuela où il y avait une très très forte délinquance. Une bande qui a été démantelée, qui avait pris le contrôle d'une prison, la prison de Tocorón. Et ça a été démantelé. Bon, et le train d'Aragua au Venezuela n'existe plus. Tous les leaders ont été arrêtés, et il se trouve que cette bande, qui était une espèce de grande bande informelle, du fait des mesures coercitives unilatérales, l'économie s'est effondrée, on l'a expliqué tous les deux, et donc vous avez eu effectivement une vague migratoire de Vénézuéliens qui sont partis. Et un certain nombre des délinquants qui appartenaient au Tren de Aragua sont partis avec la migration. Et effectivement, dans les pays où ils sont arrivés, alors ça peut être la Colombie, ça peut être le Pérou, ça peut être le Chili, c'est l'Équateur, ils ont recommencé la délinquance. Mais c'est plus le train d'Aragua. C'est des délinquances informelles, c'est des groupes. Et le président Trump a trouvé absolument fantastique comme idée de dire que le train d'Aragua avait été envoyé par Maduro pour infiltrer les États-Unis. Et donc il accuse Maduro d'être le patron du train d'Aragua qui tente d'intimider les États-Unis. Alors, il y a aux États-Unis, il y a encore des trucs qui marchent, qui fonctionnent, pardon. Et il y a un organisme qui s'appelle le Conseil national du renseignement, en anglais, National Intelligence Council. Ce conseil, il regroupe 18 organismes. Alors la CIA, la DEA, la NSA, enfin tous les organismes, le FBI, tous les organismes de sécurité. Et je trouve qu'ils ont sorti un rapport, je suis en train de chercher la date, 7 avril 2025, dans lequel ils expliquent très clairement que le train d'Aragua n'existe pas et n'est pas en train d'envahir les États-Unis. C'est-à-dire que l'administration même de Trump dit le contraire de ce que vous raconte Trump. Je dis ce qu'on vous raconte parce que je ne sais pas si vous suivez un peu les médias, moi c'est mon boulot, c'est mon métier, mais systématiquement vous parlez du train d'Aragua. Et jamais on va vous expliquer que ce truc c'est un truc bidon. Et puis, Nicolas Maduro serait le chef du cartel des soleils. Alors en plus, c'est génial, le cartel de los soleils. Les soleils, c'est des étoiles les soleils qu'ont les généraux vénézuéliens sur leurs épaulettes. L'histoire du cartel des soleils, elle est née en 1993, avant l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez. Il y a deux généraux de la garde nationale qui ont été pris la main dans le pot de confiture, la confiture étant de la cocaïne, qui ont été condamnés, et des journalistes un peu malins, astucieux, c'était joli, on dit, on parlait du cartel des soleils.
Et puis c'est revenu régulièrement, à chaque fois avec des militaires, parce qu'il y a aussi de la corruption au Venezuela, c'est pas un pays parfait. Puis c'est un pays qui a 2200 km de frontière avec la Colombie, qui est le premier producteur modeste de cocaïne, donc évidemment il y a des passages. Et chaque fois qu'un militaire a été pris, c'était le cartel des soleils. Sauf que ça n'a jamais été un cartel. Ça n'a jamais été un cartel. Et que depuis 2015, c'est utilisé, ça a été monté en épingle alors par un certain nombre de médias, ça a démarré en 2015. Il y a eu le New York Times, le Wall Street Journal, le El País en Espagne, ABC en Espagne, qui ont lancé la campagne sur le cartel des soleils, en expliquant que le Venezuela, il y avait un cartel, un peu comme le cartel de Sinaloa, le cartel de Medellín, le cartel de Cali. Ce cartel, il n'a jamais existé, en réalité. Et là encore, il suffit tout simplement de consulter les sources ouvertes. Les sources ouvertes, c'est les rapports. C'est les rapports que sortent tous les ans l'ONU-DC, alors c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-DC. Depuis maintenant 20 ans, 25 ans, tous vous expliquent que la cocaïne, elle sort à 80%, 85% par le Pacifique. Le Venezuela n'a pas de côte sur le Pacifique. Qu'elle sort à 7 ou 8% par la Caraïbe Nord, c'est-à-dire par l'Amérique centrale, et à 5% par le Venezuela. C'est-à-dire oui, il y a 5% de la cocaïne qui passe par le Venezuela. Mais lorsque Trump déploie une flotte de la marine de guerre des États-Unis face au Venezuela pour lutter contre le narcotrafic, tout le monde sait que c'est bidon. Tout le monde sait que ça ne mène strictement rien. Je me souviens qu'en ce moment, il y a le plus gros porte-avions de la marine de guerre des États-Unis qui est en train de faire route vers le Venezuela. Il y a à bord 70 avions de chasse, il y a des hélicoptères, il y a en face du Venezuela, il y a 2000 Marines, c'est-à-dire qu'on est dans un... et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Et en imaginant que Donald Trump veuille lutter contre le narcotrafic, je lui rappellerai très modestement que lors de son premier mandat, il avait fait une alliance au sein du groupe de Lima, qui était tous les pays de droite d'Amérique latine, pour déstabiliser le Venezuela, avec un président colombien qui s'appelait Iván Duque, qui était un président d'extrême droite, et dont on sait qu'il a été élu en particulier grâce à l'argent d'un narcotrafiquant qui s'appelle José Guillermo Ney Fernandez, qui a été assassiné depuis, et tout ça est prouvé en Colombie. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en ce moment, le pays, malheureusement pour lui, qui était l'un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud il y a quelques années, qui aujourd'hui est devenu la place du trafic de cocaïne vers l'Europe et vers les États-Unis, c'est l'Équateur. Et l'Équateur, elle est gouvernée par un président de droite, Daniel Noboa, et donc le gouvernement des États-Unis semble ignorer complètement que l'Équateur est devenu le principal pays fournisseur de drogue pour l'Europe. Entre parenthèses, au passage, comme ça, juste, il y a eu des élections présidentielles en Équateur, on est en novembre, donc là, dans le courant de l'année 2025. Le président Daniel Noboa a été réélu. La gauche, la Révolution citoyenne, le président Rafael Correa, qui est en exil, a parlé d'une fraude massive, et y compris a fait intervenir des organismes je ne sais pas comment appeler ça, techniques européens, pour montrer qu'il y avait eu un problème avec les bulletins de vote. Je ne sais pas s'il y a eu fraude en Équateur, mais la gauche équatorienne demande l'ouverture des urnes, pour qu'on puisse vérifier. Vous en avez entendu parler ? Vous vous souvenez des procès-verbaux du Venezuela, l'histoire qu'on nous a fait parce que Nicolas Maduro n'a pas montré les procès-verbaux. Là, en ce moment, il y a en Équateur une véritable raison de demander la présentation des bulletins de vote. Rien du tout. Donc, en fait, le narcotrafic, c'est bidon. Le pétrole. Alors, le pétrole, il faut quand même s'arrêter 2 minutes dessus, parce qu'en général, on se débarrasse de l'affaire en disant que c'est le pays qui a le plus grande réserve, Sauf que c'est un peu bizarre, parce que le plus gros producteur de pétrole mondial en ce moment, c'est les États-Unis. Donc on est amené à se demander, mais attends, pourquoi est-ce que les États-Unis ont besoin du pétrole vénézuélien si c'est les premiers, non seulement c'est les premiers producteurs, mais c'est les premiers exportateurs. Donc, comme ça, dans la logique, au départ, on se dit c'est un peu bizarre. Alors, donc, États-Unis, plus gros producteur du monde, avec 20 millions de barils par jour. C'est-à-dire au plus
plus fort de la période de Chavez, le Venezuela produisait 3 millions de barils par jour. Aujourd'hui, ils sont remontés à 800 000, 1 million. Les hydrocarbures qui javissent du sol américain, dans la grande majorité, c'est du pétrole de schiste. Alors déjà, ça pose un problème, c'est la fracturation hydraulique. Sur le plan écologique, c'est une catastrophe. Ce pétrole qui est exploité par la fracturation hydraulique, c'est un pétrole très léger. Un pétrole léger. Il est exploité depuis une vingtaine d'années. Il se trouve que l'industrie pétrolière des États-Unis, elle n'a pas été conçue pour traiter du pétrole léger. Elle a été conçue pour traiter du pétrole lourd, parce que le pétrole lourd vient du Venezuela, et que le Venezuela a été, depuis la fin du 19e siècle, l'un des principaux pays qui a approvisionné les États-Unis. Et M. Charles d'Alfer vous en parlait à l'instant, il y a une filiale de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, Citgo, qui est aux États-Unis, qui a été confisquée par les États-Unis. C'est 7 milliards de dollars, ça vaut 7 milliards de dollars, elle rapportait 11 milliards de dollars par an. En raffinant le pétrole lourd. Or, il se trouve qu'en se privant du pétrole lourd vénézuélien, les États-Unis sont dans une situation plus compliquée. Parce que le pétrole léger qu'ils exploitent, il leur permet de faire l'essence, le diesel, mais le pétrole lourd, il est utilisé aussi dans l'industrie, il est utilisé pour faire du bitume, et donc ils n'ont pas pu remplacer le Venezuela, ou alors il faut faire venir ce pétrole lourd depuis le Proche-Orient, le lointain Orient. Bon. Donc en fait, les États-Unis ont toujours besoin du pétrole vénézuélien, bien qu'il soit producteur. Et puis on peut imaginer que demain, un gouvernement qui ne serait pas trumpiste, qui ne serait pas anti-écolo, qui ne serait pas négationniste du changement climatique, arrêterait la fracturation hydraulique, à ce moment-là, il aurait besoin d'apporter du pétrole. Donc le Venezuela demeure un objectif absolument prioritaire. Là, ça va être temps de m'arrêter, parce que j'ai à peine commencé. Non, je vais... Donc voilà. Donc les États-Unis manquent de pétrole lourd. Là, c'est la première... Et puis c'est un aspect électoral pour Trump. C'est que toutes les raffineries qui traitent le pétrole Citgo, elle a 8 raffineries aux États-Unis. Toutes ces raffineries, elles sont dans le golfe du Mexique, qui sont des zones qui votent pour Trump. Mais s'il n'y a pas de boulot, Trump, sur le plan électoral, ça lui pose un problème. Donc il a besoin du pétrole vénézuélien, donc il permet encore aujourd'hui à Chevron, la multinationale, d'exploiter le pétrole vénézuélien. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadeau, c'est parce qu'il en a besoin. 50 millions de dollars. Oui, alors, est-ce que c'est ça la question, est-ce que les États-Unis vont envahir le Venezuela? Non, la question c'est pour quelle raison vraiment? Parce que on sait bien que le trafic de drogue c'est de la blague. Mais quelle est la raison profonde? Vous parlez la raison c'est ça, la raison c'est l'or, la raison c'est le coltan, la raison c'est les richesses du Venezuela. Non, ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est que comme Cuba, le Venezuela devient un symbole. C'est-à-dire que le Venezuela résiste, et ça, les États-Unis ne supportent pas. C'est un bon exemple pour l'Amérique latine. 3, il y a plein d'autres raisons. Et je vous ai dit tout à l'heure, le programme de Maria Corina Machado, qui promet des privatisations, qui vous dit c'est énorme, tout ce qu'on va vous offrir. Elle veut privatiser le pétrole vénézuélien. Elle veut privatiser l'or, elle veut faire de la côte Caraïbe ce que Trump veut faire à Gaza, c'est-à-dire un paradis touristique. Excusez-moi, je le dis presque en riant, mais bon, c'est absurde. Bon, donc le Venezuela, ça, mais c'est pas que le Venezuela. C'est pas que le Venezuela. Il y a eu, vous savez qu'il y a dans l'armée des États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Southern Command, c'est le commandement sud de l'armée des États-Unis. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était une générale, une femme, la générale Laura Richardson. Et en 2021, elle expliquait devant un groupe de réflexion du Conseil de l'Atlantique pourquoi Washington avait vraiment besoin de l'Amérique latine, pas uniquement du Venezuela, de l'Amérique latine. Et là encore, j'ouvre les guillemets et je vous lis. En plus, je n'ai rien à vous apprendre, vous le savez aussi bien que moi. Là, simplement, je vous le confirme avec des sources précises. La commandante en chef du Southern Command dit « Avec toutes ces richesses en ressources et en éléments de terre rares,
vous avez le triangle du lithium nécessaire à la technologie d'aujourd'hui. Alors le lithium, c'est Argentine, Bolivie, Chili. Voilà. Selon la chef militaire, la plus grosse réserve de pétrole sont celles du Venezuela et du Guyana, qui viennent de découvertes au Guyana. Vous avez aussi, alors là je reprends, je relis, j'ouvre les guillemets, vous avez aussi les ressources du Venezuela avec du pétrole, du cuivre, de l'or, en soulignant que l'importance de l'Amazonie, les poumons du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, je veux dire, les États-Unis veulent. Il y a deux éléments, ils ont besoin de ces matières premières, et en plus, il y a eu depuis maintenant un certain nombre d'années une pénétration de la Chine. Donc il faut reprendre en main l'Amérique latine pour en chasser la Chine, qui est devenue un compétiteur, je suis en train de chercher le mot en français. Un concurrent, merci. Un concurrent extrêmement important. Je m'arrête un instant sur la Colombie. La Colombie, c'est le pays voisin du Venezuela. Le pays, c'est Allemagne, pays frère. Hein, ils ont une histoire connue. La déstabilisation du Venezuela, elle est également en train de se porter sur la déstabilisation de la Colombie. La Colombie a depuis 2022, si je ne me trompe pas, le premier président de gauche de l'histoire républicaine du pays. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Le premier président de gauche, Gustavo Petro. Gustavo Petro, il a un côté un peu kamikaze. On ne peut pas toujours être d'accord avec lui, mais il est quand même assez courageux et il a critiqué d'une manière extrêmement, c'était le plus violent, la politique d'Israël à Gaza. Mais il a également accusé les États-Unis d'être complices de génocide. Donc vous voyez un peu l'ambiance, hein, ça, tout de suite, avec Trump en face. Il condamne la présence de cette flotte militaire états-unienne face aux côtes du Venezuela, mais aussi face aux côtes de la Colombie. Dans les frappes qui ont été faites par les États-Unis contre des embarcations supposées de narcotrafiquants, il y a des Colombiens qui ont été tués. Et donc Gustavo Petro a dit ce que tout le monde dit, ce sont des assassinats. Je veux dire, si c'est des narcotrafiquants dans ces vedettes, c'est possible d'ailleurs, je veux dire, on les intercepte, on les arrête, on les interroge, on remonte les réseaux, on fait de la lutte contre le narcotrafic, on ne fait pas de l'assassinat. Donc Gustavo Petro est monté au créneau d'une manière extrêmement forte. Gustavo Petro est dans une situation compliquée dans son pays. Il n'a pas la majorité. Il a une armée qui est une armée qui, depuis des décennies, lutte contre les guérillas, est anti-gauche. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il est sanctionné par les États-Unis. Il est sanctionné, alors c'est un truc absolument extraordinaire. Hein. Il a été mis sur la liste Clinton. La liste Clinton, c'est aux États-Unis, c'est le département du Trésor qui vous met sur la liste Clinton. C'est la liste noire des entreprises et des personnes ayant des liens avec l'argent provenant du trafic de drogue. Et Donald Trump a dit, Petro, c'est un baron de la drogue. Petro, il est président de la Colombie. Il est sur la liste Clinton. Le système bancaire colombien, il a annoncé qu'il fermait les comptes du président de la République, Gustavo Petro. Parce que le système bancaire colombien dépend des États-Unis. Si demain vous êtes sur la liste Clinton, votre carte Visa, vous pouvez la mettre à la poubelle. Vous ne pouvez plus vous en servir. Votre carte Mastercard, vos comptes bancaires sont fermés. Parce que les banques européennes, aussi bien que les autres, ont la trouille des sanctions des États-Unis. Et donc vous avez aujourd'hui le président de la République en Colombie qui ne peut plus toucher son salaire. Il a fait récemment un voyage en Arabie Saoudite, il a fait une escale à Madrid. Les compagnies pétrolières de l'aéroport de Barajas à Madrid ont refusé de lui fournir du carburant pour son voyage. Il a pu continuer son voyage uniquement parce que le gouvernement espagnol a transféré l'avion sur une base militaire et qu'il a eu du carburant. C'est-à-dire que Gustavo Petro est entré dans l'œil du cyclone. Pourquoi? Parce que c'est un président de gauche, parce qu'il y a les élections en 2026, et donc les États-Unis sont en train de commencer la déstabilisation de Petro en vue des élections de 2026. Et en Colombie, je veux dire, jusqu'à présent, c'est pas la droite qui était au pouvoir, c'était l'extrême droite, Álvaro Uribe. Alors, je finis, parce que je vois bien que tu es impatient. Vous êtes non modérable. Hein? Non, je termine parce qu'on peut rester trop longtemps, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Colombie, vous avez eu un président d'extrême droite. Ah oui, attendez, j'ai oublié un truc tout à l'heure.
Je vous ai parlé du prix Nobel de la paix, Juan Manuel Santos. Parce qu'il avait fait la paix avec les FARC. Un truc que j'ai oublié de vous dire quand même, il a été ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, sous la présidence d'Alvaro Uribe. Et il était ministre de la Défense quand il y a eu le phénomène de ce qu'on appelait des faux positifs. Les faux positifs, ça a été plus de 5000 assassinats de pauvres airs qu'on a été récupérés dans les régions les quartiers les plus défavorisés, en leur promettant du travail, qu'on a emmené à l'autre côté de la Colombie, sur lesquels on a mis un uniforme de guerriero et qu'on a assassiné pour faire du chiffre. Parce que les militaires avaient des primes quand ils descendaient des guerrieros. Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix, était ministre de la Défense pendant les faux positifs. Alvaro Uribe, l'ancien président de l'extrême droite colombien, au bout de 7 ans de procès, a été condamné à 10 ans de prison pour sombre histoire, je ne rentre pas dans le détail. 7 ans pour avoir cette condamnation. 3 semaines après, il est en appel, et 3 semaines après, la justice le libère. C'est comme Sarkozy. Oui. Vous allez me dire, on ne peut pas comparer Uribe et Sarkozy. Excusez-moi, Sarkozy, il a détruit la Libye. Il a détruit la Libye 2011, souvenez-vous. Et la déstabilisation du Sahel, la France, par la personne de Sarkozy, a largement participé. Donc, Uribe, vous avez, et je finis ma parole, c'est une promesse de campagne. Je termine. Non, c'est l'utilisation, en fait, de ce qu'on appelle le lawfare pour déstabiliser des pays. Donc ça a été Lula quand il a été arrêté en 2017, c'était Dilma Rousseff, c'est l'ancien président équatorien Rafael Correa qui ne peut pas rentrer dans son pays, alors qu'il est le leader de l'opposition. Et vous avez en Bolivie, coup d'État contre Evo Morales en 2019. Au bout d'un an, la démocratie revient. Luis Arce est élu. La présidente de facto, Janine Agnès, est arrêtée, elle est condamnée à 10 ans de prison. Le principal instigateur, Luis Fernando Camacho, qui est un fasciste, qui est le chef du comité civique de Santa Cruz, la ville la plus prospère du pays, est arrêté. Et puis là, on a des élections où, à la suite d'un effondrement de la gauche, il y a tout un débat à avoir, la droite gagne. La droite, on sait à la fin du premier tour qu'au deuxième tour, il y aura 2 candidats de droite. Avant même le deuxième tour, la justice libère Luis Fernando Camacho. Et à peine le président de droite vient-il de prendre le pouvoir il y a quelques jours que la justice a libéré la responsable du coup d'État d'avril 2019. C'est-à-dire que ces pays sont sous le coup d'une agression permanente. Alors par tous les moyens. Et là maintenant, on a les troupes américaines face aux États-Unis, face au Venezuela. Je vous laisse la parole parce que c'est vrai que je suis en train de déborder. On en parlera après. Merci beaucoup. On est débordé, mais pour la bonne cause. C'est difficile à arrêter. Donc, la dernière question que je voulais aborder avec vous, monsieur le directeur, c'est, bon, lorsqu'on a pensé à ce débat, au début du mois passé, on se disait que le 11 novembre, finalement, ce sera peut-être trop tard, qu'on devrait parler d'autre chose. Mais finalement, on avait beaucoup parlé de frappes, de décapitation, de débarquement, etc. Mais maintenant, on entend beaucoup d'autres choses. Les dernières informations, il y a des bateaux russes qui seraient là, qui seraient dissuasifs, et que l'administration Trump pourrait avoir changé d'avis, que ce déploiement de force, finalement, ce serait l'art du deal de Donald Trump, une manière de faire la pression. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous dire de cela, monsieur? Yo venir. Bah. Qu'est-ce que ça veut dire? En français? Ça va. Désolé pour mon français. D'un point de vue géopolitique, les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme leur arrière-cour évacué, suivant la doctrine Monroe, l'Amérique des Américains. C'est le contexte.
Dans cette logique, Trump a suivi un schéma similaire à celui de Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Désigner d'ennemis et justifier des mesures exceptionnelles de sécurité nationale pour affirmer le contrôle américain sur la région. C'est le contexte de la situation. Depuis 2024, Trump a également qualifié le Tren de Aragua de organización criminal transnacional, organización terrorista extranjera, organización terrorista internacional especialmente designée, conspirar contra los Estados Unidos. Alors que cette organisation n'est pas une organisation terroriste, mais une organisation de délinquance común. C'est le problème. C'est sous ce prétexte qu'il a autorisé un membre de secret de déploiement de flottes militaires dans les Caraïbes, en attaquer par missile de petites embarcations. Voilà, c'est ça. Pourquoi il n'a attaqué Venezuela? Venezuela. Première raison. La primera razón es que la situación geopolítica actual es muy diferente de la que existía en el 2001. C'est que la situation géopolitique actuelle est très différente de celle de 2001. Exactamente. Venezuela, ¿cómo ha logrado Venezuela superar las medidas coercitivas unilaterales? Parce que une première raison, c'est que le Venezuela a réussi à surmonter les mesures, à passer outre les mesures coercitives unilatérales. A través de las relaciones con países como China, au travers des relations avec des pays comme la Chine, la Russie, Turquía, la Turquie e Irán. Et l'Iran. Es decir, había un comercio y un intercambio financiero que se ha desarrollado con esos países. Et des relations financières qui se sont développées avec ces pays. Entonces, eso hace difícil el desarrollo de la agresión. Ça a rendu difficile le développement de l'agression américaine. Segunda razón. Deuxième raison. El gobierno de los Estados Unidos no tiene un consenso político interno para atacar a Venezuela. Le gouvernement des États-Unis ne dispose pas d'un consensus politique qui lui permet d'attaquer comme il voulait. Existen muchos conflictos dentro de los Estados Unidos. Il y a beaucoup de conflits au sein même des États-Unis. Trump ha inclusive amenazado con utilizar las Fuerzas Armadas contra los estados controlados por los demócratas. Trump a menacé d'utiliser les forces militaires contre los estados controlados por los demócratas. Contre les États contrôlés par les démocrates. Los últimos resultados electorales. Les derniers résultats électoraux. Donde el Partido Republicano perdió todas las elecciones a nivel regional y comunal. Que les républicains ont perdu toutes les élections au niveau communal et régional. No favorece una intervención militar impopular. Ne favorise pas une intervention militaire qui serait impopulaire. Por ejemplo, en Nueva York se eligió a Zohran Mamdani. Par exemple, à New York, le nouveau maire qui a été nommé est Zohran Mamdani. Él es inmigrante. C'est un immigrant. Musulmán. Un musulman. De izquierda. De gauche. No se parece nada a los demócratas tradicionales. Qui ne ressemble pas du tout aux démocrates traditionnels. Esa elección refleja el cambio político que complica toda decisión agresiva en el extranjero. Cette élection exprime les changements politiques que complica cualquier decisión agresiva en el extranjero. Les possibilités de décision agressive à l'étranger. En el movimiento de Donald Trump, el movimiento MAGA, le mouvement de Donald Trump, le mouvement MAGA, algunos miembros están en contra de la intervención, como por ejemplo, dans ce mouvement, certains membres sont contre l'intervention, par exemple, Tucker Carlson,
Sí, él ha hablado públicamente diciendo que eso no tiene sentido. Y apoya, es el movimiento que apoya al presidente Trump. Es decir, hay una división. Il y a une division au sein même du mouvement MAGA. En América Latina, la mayoría de los países no apoya una intervención militar de Estados Unidos. Est opposé à une intervention militaire des États-Unis. Cuando decimos países, hablamos de los gobiernos. Quand nous disons pays, nous disons gouvernement. La CELAC emitió un comunicado La CELAC a édité un communiqué en donde defiende la declaración de América Latina como zona de paz. La déclaration d'Amérique latine égale zone de paix. Y que además el Tratado de Tlatelolco le traité de Tlatelolco prohíbe interdit la intervención de equipos nucleares militares en la región. L'intervention d'équipements militaires nucléaires sur leur territoire. Y Estados Unidos tiene un submarino nuclear en las costas de Venezuela. Et les États-Unis ont ce sous-marin nucléaire le long des côtes caraïbes. El otro problema que tienen es que en general los movimientos populares de América Latina apoyan a la revolución bolivariana. d'Amérique latine appuient la révolution bolivarienne. Inclusive en los países donde tienen gobiernos dans les aliados, pays où il y a des gouvernements alliés, hay un sector importante de la población que está en contra de esa política. un secteur important de la population est contre cette politique. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que ellos quieren. La réponse à cette question, c'est que Ellos quieren atacar militarmente a ils Venezuela, veulent attaquer militairement le Venezuela, pero la situación no se los permite. mais la situation ne le leur permet pas. Si hablamos de el costo militar de una intervención en Venezuela, Si on parle du coût militaire d'une intervention au Venezuela, se les hace más difícil porque recuerden que nosotros tenemos convenios. C'est très difficile pour eux. Nosotros tenemos convenios de intercambio militar con países como China, como Parce Rusia que nous y avons como de notre Irán. côté des accords de coopération militaire avec des pays comme la Chine, Irán, Rusia, y de manera que Venezuela no es un país que está de desarmado. sorte que le Venezuela n'est pas un pays désarmé. Es un país más pequeño que Estados Unidos, C'est un pays plus petit que les États-Unis, pero está bien armado mais il est bien y armé está muy bien organizado. et il est très bien situé. Nosotros creamos una estructura de defensa que combina Nous avons créé une structure de défense qui combine al ejército, une armée la milicia avec popular, les milices populaires, la policía avec la police y la población, et la population, dividido por sectores geográficos qui sont divisés en secteurs y géographiques con capacidad de actuar de manera independiente, et qui ont la capacité d'agir de façon indépendante, con armas livianas avec des armes légères y con armas pesadas. et des armes lourdes. Entonces, esa es la realidad que ellos van a enfrentar si Ça, c'est la réalité à laquelle ils vont être confrontés si jamais ils attaquent. C'est clair. Bon, je pense qu'on peut passer sans attendre à la deuxième partie prévue, c'est-à-dire vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos objections. Ce serait bien d'avoir des objections, oui, monsieur. Attendez, je vais peut-être prendre 3 questions à la fois, comme d'habitude, et vous demander de ne pas être trop long. Merci. Bonjour, je suis Marcos, Gilets jaunes de Belgique, ça existe aussi. Juste à la toute fin du débat, j'ai entendu l'évocation de la CELAC, zone de paix. Je suis d'origine américaine, donc j'essaie d'expliquer la proclamation zone de paix assez exceptionnelle qu'il y a en Amérique latine. Et je suis très étonné que dans les médias européens, occidentaux, même les médias d'opposition,
À droite aussi, ils sont, comme il l'a dit, expliqué aussi, ils sont très critiques par rapport à ce qui se passe au Venezuela. On n'évoque jamais cette proclamation de paix. Je trouve ça que c'est très dommage parce que c'est un événement exceptionnel dans le monde, que tout un continent soit en paix. Et ça donnerait beaucoup à penser à la gauche européenne par rapport à, par exemple, l'Ukraine. Ça pourrait servir aussi. Donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'on en parle, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Est-ce que si los contactos que tienen con los europeos, si alguna vez hay alguna... ¿Por qué nunca hablan de eso? Enfin, c'est une question de peut-être. Merci. Oui, une autre personne? C'est mieux. Eh bien, vous répondez tout de suite, je ne sais pas. Oui. Oui, c'est mieux de répondre. Ah. Yo creo que no hablan por razones políticas. Je crois que les raisons sont politiques. Les raisons pour lesquelles ils n'en parlent pas sont politiques. Obviamente, si se organiza una agresión en la región, parce que si, par exemple, si on organise une agression dans une région, pero ya la región tiene acuerdos multilaterales que dicen que la región es una zona de paz, disant que la région est une zone de paix, obviamente el costo político de la agresión se incrementa. Le coût politique de l'agression est d'autant plus fort, d'autant plus important. Claro, en la actualidad, con la experiencia que tenemos con Gaza, sabemos que ellos avec Gaza, poco les importan los acuerdos y las leyes. Peu leur importe les accords et les lois. Solamente entienden la fuerza. Ils ne comprennent que les rapports de force. Sin embargo, debo decir también que en conversaciones con los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo, des discussions avec le gouvernement belge et luxembourgeois, que son gobiernos pequeños, son países qui pequeños, sont des gouvernements de petits pays, ellos han expresado que no están de acuerdo con esas políticas de intervención. que no están de acuerdo. No están de acuerdo. Ajá. El Venezuela. Dijeron así. Que no están de acuerdo con las políticas de intervención que violan los acuerdos multilaterales, básicamente. Es decir, que ellos dicen que todas... Ces deux gouvernements disent qu'il faut respecter les accords bilatéraux et qu'ils ne sont pas d'accord avec cette politique d'intervention. Multilateral, no bilateral. Ah, multilateral. Sí, los acuerdos multilaterales hay que respetarlos. Les accords multilatéraux doivent être respectés. Y que en ese sentido ellos no comparten esa política de intervenciones unilaterales. La politique d'intervention unilatérale. Pero obviamente hay países europeos que comparten esa política. Mais objectivement, il faut voir qu'il y a des pays européens qui partagent cette politique. Sí. Oui, une autre intervention? Question? Remarque, Vladimir? Tout d'abord, félicitations aux deux orateurs qui nous ont appris énormément de choses et à la traductrice qu'elle a fait très bien. Je voudrais ajouter un petit commentaire concernant les raisons pour lesquelles les Américains, et pas seulement les Américains, n'oublions pas l'Union européenne, s'acharnent tellement contre le Venezuela. Il y a évidemment les raisons de richesse, le pétrole, etc. Les raisons de politique intérieure des États-Unis. Mais il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que le Venezuela, pendant des années, était montré la vitrine de l'échec des possibilités de socialisme en Amérique latine. Il y avait une situation particulièrement grave socialement, énormément d'insécurité, des balles, des assassinats, des millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays, une
une situation y compris alimentaire en grande difficulté, etc. C'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire que c'était le modèle qu'il fallait montrer à tout le monde à quoi conduit le socialisme. Sauf que depuis 2018, ça commence ce qu'on appelle en football une remontada. Une remontada que les Américains ne pouvaient pas accepter. Venezuela, pour vous donner 2 ou 3 petits chiffres, son PIB avait tombé à moins de 30%. C'est plus ou moins la même chute du PIB qu'il y a aux États-Unis en 1929, lorsque s'est produit la fameuse crise mondiale de l'économie internationale avec le crash des États-Unis en 1929. Aujourd'hui, le PIB pour l'année 2024, l'année passée, de moins de 30% a monté à plus 4,5%. La Belgique, c'est plus 0,8%, même pas 1%. Des millions de Vénézuéliens qui en sont partis, les grands médias ont menti, ont exagéré, ont dit 8 millions, 9 millions, en réalité c'est plus ou moins la moitié. Il y a déjà presque 1,5 million qui ont retourné. Vous avez entendu à la télévision, dans les radios, dans les médias, les 8 millions et 9 000 qui ont parti. On ne dit rien de ces millions qui sont en train de rentrer. En Venezuela, avant 2018, il y avait une moyenne de 60, j'ai fini là, de 60 assassinats par coefficient 100 000 personnes. Ça diminue à 13%. Il y a un quotidien brésilien qui a dit c'est le moment de visiter tranquillement la Caracas. Et voilà, l'Occident, le système capitaliste international, ne supporte pas un pays qui va vers le socialisme et qui démontre qu'il peut le faire avec une économie, non seulement un rétablissement, mais une amélioration permanente. Merci. Pardon, je peux faire je voudrais juste faire une suggestion. Je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait un micro dans la salle. Et je crois que ça serait bien si vous l'allumiez. Il est allumé. Il est allumé? Il devrait l'être, oui. Peut-être qu'il a le porter plus fort. Bon, et puis juste deuxième petite intervention pour répondre à Vladimir. C'est vrai que la délinquance a considérablement diminué au Venezuela, mais il faut être honnête, c'est parce qu'il y a beaucoup de délinquants qui sont partis avec la vague migratoire et qui sont aujourd'hui au Chili, au Pérou, en Équateur, et pour le coup, c'est vrai qu'ils sont dénoncés par les gouvernements dans une vague à la fois xénophobe, et en même temps qu'ils s'appuient sur une réalité. C'est clair que les délinquants vénézuéliens sont partis avec la vague migratoire. Oui, parle bien. Merci. Yo fui en español porque la pregunta es, ¿cuál es su perspectiva respecto a lo que está sucediendo en el Caribe con Estados Unidos y que comentaron? ¿Es un hecho de presión interna en Venezuela o hay realmente una probabilidad de que suceda una intervención física en el país? Y conectándolo con María Corina, ¿cuál es la posición de la oposición en Venezuela y de María Corina con respecto a esta situación? C'est pour l'État resté. Oui, il faut bien répondre. En plus, je vais compléter la réponse. Je ne sais pas où il est passé, votre avis. Ah bon, pardon. Non, mais je vais compléter la réponse. Voilà. Est-ce que tu pourrais traduire d'abord la question? Est-ce que je peux traduire la question? Je peux traduire la réponse déjà. Non, la question, en fait, on revient sur un point qui a déjà été abordé, sur à quoi rime cette opération face aux côtes du Venezuela, quelles sont les possibilités réelles, quelle est la position de l'opposition vénézuélienne et quelle est la position de María Corina Machado. Alors je vais démarrer, puis après compléter. Alors, effectivement, il y a de mon point de vue aussi, et là je partage votre opinion, il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, de risque d'une intervention militaire des États-Unis, d'une invasion du Venezuela, pour les raisons qui ont été exposées. Mais, il y a un mais. Cette opération, elle n'est pas complètement fantaisiste. Et là, dans un premier temps, les mêmes buts
que celle qui avait eu lieu en 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, il y a eu aussi un déploiement militaire des États-Unis sur les côtes de Caraïbes. Il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre une pression énorme en espérant que l'armée vénézuélienne va se diviser et que quelqu'un qui va renverser Maduro. N'oubliez pas qu'il y a un facteur nouveau maintenant. Il y a 50 millions de dollars. Si vous êtes un militaire vénézuélien, que vous renversez Maduro, il y a 50 millions de dollars à la clé. Il n'y a pas que les militaires vénézuéliens. Vous avez, souvenez-vous, 2020, mai 2020, il y a une opération qu'on appelait l'opération Gédéon. L'opération Gédéon, ça a été une opération mercenaire montée depuis la Colombie avec l'intrusion d'une bande de déserteurs vénézuéliens avec des mercenaires états-uniens. Le chef de ces mercenaires s'appelle Jordan Goudreau. Il a expliqué, c'était en 2020, il y avait déjà 15 millions de dollars sur la tête de Maduro. Il a expliqué la logique. Il a dit, moi je ne suis pas un mercenaire. Le président Maduro, il est recherché par les États-Unis. Il y avait au Venezuela un président, Juan Guaido, qui demandait le départ de Maduro. J'agissais donc dans un cadre légal, puisque j'allais rendre effective la capture de quelqu'un qui est recherché par les États-Unis. On est dans la même situation aujourd'hui, et encore mieux. Il y a eu une déclaration récente de celui qui a été longtemps considéré comme l'ambassadeur des États-Unis au Venezuela, mais qui était en Colombie en réalité. Il s'appelle James Story. Story, il a expliqué il y a quelques jours que c'est encore mieux maintenant qu'en 2020. Parce qu'à l'époque, Juan Guaido, c'était un président autoproclamé, qu'il n'était que député. Alors qu'aujourd'hui, il y a un président qui a été élu, qui est Edmundo González. Or, vous avez, si j'ai rappelé l'opération Gédéon, c'est qu'il y a peu de temps, vous avez un aventurier qui s'appelle Eric Prince. Eric Prince, il a été le patron d'une boîte de militaires privés qui s'appelait Blackwater. Blackwater a agi en Irak, en Afghanistan, à l'époque de George Bush, a gagné environ $1 milliard en supplétif de l'armée des États-Unis. Blackwater a été finalement impliqué dans un scandale parce qu'ils ont assassiné 17 Irakiens à Bagdad. Donc il a revendu sa boîte et il a monté une autre boîte. Et il a expliqué il y a quelques mois que si la récompense pour la tête de Nicolas Maduro augmentait, lui voulait bien s'en charger. Avec sa bande de mercenaires, plus publiquement. Il vit aux États-Unis et il a dit tranquillement aux États-Unis, si vous montez la récompense à 100 millions de dollars, alors maintenant elle est à 50 millions, moi je m'en occupe avec mes gens. C'est-à-dire qu'il y a une menace réelle sur la tête de Nicolas Maduro. Il faut bien comprendre ça. Je veux dire, on peut considérer que l'invasion militaire américaine, on ne peut pas y croire. Mais la tête de Maduro est en danger aujourd'hui. Je veux dire, je ne veux pas tomber dans des comparaisons faciles. Mais souvenez-vous quand même que l'opération Condor, ça consistait à éliminer les dirigeants, à éliminer les militants. Je veux dire, l'objectif aujourd'hui, c'est d'éliminer Maduro. Avec, évidemment, si on éliminait Maduro, un risque de trouble, de début de guerre civile. Et à ce moment-là, vous avez des troupes américaines qui peuvent intervenir dans un cadre humanitaire pour établir l'ordre au Venezuela. Et donc voilà, donc si vous voulez, on est dans une situation qui est extrêmement ténue. Et moi, je rends hommage au sang-froid de Nicolas Maduro. Il a un sang-froid absolument extraordinaire. Il a été sous-estimé par à la fois la classe politique, la classe médiatique. Dans la situation où il se trouve, la manière dont il gère le Venezuela, je pense que les historiens un peu plus tard diront ce type a été extraordinaire. Et puis vous avez aussi, dans la tête des États-Unis, mais ça pour le moment c'est du délire, il y a aussi l'option d'une révolte de la population. Et là, Maria Corina Machado entre en jeu. Maria Corina Machado appelle en permanence la population, moins en ce moment, parce qu'au Venezuela on n'écoute plus, mais elle appelle l'intervention militaire. Donc elle soutient. Alors la question que vous avez posée est intéressante parce que ça a été dit tout à l'heure, quand on parle de l'opposition vénézuélienne. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'opposition vénézuélienne, il y a plusieurs oppositions vénézuéliennes. Il y a l'opposition dont on parle dans nos médias, qui est l'extrême droite, et qui est considérée comme l'opposition. Mais vous avez une opposition qui est de droite, qui est opposée à Maduro, mais qui est opposée aussi à une intervention des États-Unis. C'est-à-dire, et y compris, on a fait ce constat, c'est que l'agression des États-Unis est devenue tellement forte et tellement dangereuse, avec ses troupes déployées, qu'elle a réuni autour de Maduro des gens qui sont pas des chavistes, qui peuvent être de droite, mais qui, au nom de la souveraineté nationale, s'opposeraient à une intervention des États-Unis.
Donc voilà, mais le risque, et puis n'importe quel incident. Ah oui, j'allais oublier, c'est-à-dire que vous avez des troupes en face. Vous avez des avions maintenant qui viennent frôler, qui viennent fronter la côte vénézuélienne. Qui est le moindre incident, souvenez-vous, vous êtes jeune, la baie du Tonkin. C'est-à-dire un avion militaire américain qui est attaqué par un chasseur vénézuélien, vous avez le prétexte. Et là, à ce moment-là, y compris aux États-Unis, ça peut basculer. Donc voilà. Sí, lo único que le quería era en la reunión de la CELAC que hubo hace poco, bueno, yo lo paso. Hubo un punto que dice la declaración de la reunión, reiteramos. Dans la déclaration du président Maduro à la CELAC. No, esta es la reunión CELAC, Unión Europea. CELAC, Unión Europea. Là, en ce moment. Reiteramos nuestra oposición a la amenaza o al uso de la fuerza. Es el documento oficial que salió de la CELAC. Okay. CELAC, Unión Europea. Oui, CELAC. Nous réitérons notre opposition à la menace de l'usage ou à l'usage de la force ou de quelque action qui ne soit pas conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies. Donc ça, c'était la réunion qui vient de se terminer, de CELAC et Union Européenne. Alors, peut-être juste pour ceux qui ne savent pas, la CELAC, oui, c'est la communauté des États latino-américains et caraïbes, qui a été créée par Chavez, Lula et toute la bande en 2000. Quand fue la création Je crois qu'il faut quand même ajouter que plusieurs Européens ont boycotté cette réunion, je pense. Von der Leyen n'est pas venu, par exemple, à la réunion de... Non. Et Prévost n'est jamais arrivé. Le ministre des Affaires étrangères belge n'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Parce que son avion... Ça manquait, vraiment. Une autre question, remarque, commentaire? Oui, c'est un rapport. Oui, je dis tout de suite, puis je vais faire une petite annonce, mais d'abord je remercie les intervenants et Claudine pour la traduction. Et je trouve que c'est extrêmement important de parler du Venezuela. Et je me souviens, il y a eu une manifestation devant le Parlement européen sur la place du Luxembourg il y a quelques mois, je crois que c'était en juillet. Et les intervenants, dont Marcos Garcia, parlaient devant une bannière magnifique qui dit « Le Venezuela n'est pas une menace, le Venezuela c'est un espoir ». Et moi, si j'interviens, c'est vraiment pour donner cette idée de montrer que c'est un espoir. On peut effectivement parler du fait que c'était une image socialiste qu'on voulait détruire, comme Vladimir a dit, et montrer avec des chiffres que ça a changé. Mais je trouve que c'est très important de montrer comment le Venezuela construit le socialisme, l'expérience socialiste du Venezuela. Parce qu'aujourd'hui, socialisme, communisme, ce sont des mots qui ne sont pas toujours bien compris. Et surtout, il faut savoir que ça ne se décrète pas, ni le socialisme, ni le communisme. Ça se construit. Et le Venezuela, avec son expérience des communes et de la révolution bolivarienne, est un espoir et un modèle, je dirais, pas forcément à transposer tel quel, mais un modèle de construction du socialisme que nous devons propager, que nous devons diffuser, dont nous devons beaucoup parler. Alors si je parle d'une petite annonce, c'est parce qu'effectivement, le 23 novembre, à 19h30, au Garcia Lorca, le cinéma d'attaque, avec le Garcia Lorca et avec la Coordinadora Latinoamericana Belgica, va projeter le dernier film de Thierry Deron, Comment le Venezuela déplace la montagne, qui montre justement cette construction des communes. Et il y aura un débat et des personnes qui pourront contextualiser un petit peu ce qui est montré dans le film. Monsieur l'ambassadeur du Venezuela auprès de la communauté européenne sera présent, et notamment Paul-Émile Dupré, que vous connaissez puisqu'il est ici, peut-être même dans la salle, sera un des intervenants. Il y aura peut-être d'autres intervenants encore. Et donc je vous invite à nous rejoindre le
23 novembre, c'est un dimanche soir, à 19h30 au Garcia Lorca, pour voir le film Comment le Venezuela déplace la montagne. Merci beaucoup. Merci. Ça mérite un commentaire? Oui, non, c'est juste 2 mots sur ce documentaire de Thierry Deronne. En fait, il traite d'un sujet qui est complètement méconnu chez nous, c'est la démocratie participative au Venezuela, c'est-à-dire la création de conseils communaux, et de communes. Il y a au Venezuela 49 000 conseils communaux, il y a près de 5 000 communes qui s'organisent régulièrement, qui font des référendums pour savoir quelles sont les priorités du quartier, quelles sont les priorités de la ville. Le documentaire est passionnant, vous pénétrez vraiment au Venezuela profond, et c'est sans doute l'expérience de démocratie participative la plus avancée. Et je ne suis pas dans les superlatifs. C'est absolument passionnant et c'est une tentative magnifique. Et puis j'ai une deuxième information à vous donner qui est très importante. C'est que la porte de sortie a été fermée à clé et que vous ne pourrez sortir, d'après ce qu'on me dit, que si vous avez acquis le drapeau rouge qui est vendu juste avant la sortie. Il y a 2 clés. Il y a une pour le drapeau rouge et l'autre pour le bulletin du comité de surveillance de temps. Il est impossible de sortir sans acheter les 2. Je voudrais encore dire quelque chose. Troisième clé. Je souhaiterais, s'il veut bien, Marcos, qu'il dise quelques mots sur le projet et la création de l'Internationale antifasciste pour un monde nouveau, qui est un événement extrêmement important qui s'est produit en juillet de l'année passée à Caracas. Tu peux parler un petit peu de l'Internationale antifasciste? Et alors, il y a aussi à la troisième clé, Marco Garcia de l'ambassade du Venezuela en Belgique et au Luxembourg a apporté quelques documents officiels avec la déclaration du président Maduro, avec une explication de ce projet, des premiers pas de l'Internationale antifasciste, et une autre du ministère des Affaires. Enfin, vous pouvez vous documenter directement en prenant ces documents-là sur les positions officielles, entre guillemets, du Venezuela. C'est gratuit à l'achat du bulletin du 16. Excusez-moi, il y a une quatrième. C'est la toute dernière. Il y a une boîte à chaussures, là, qui, si vous voulez soutenir un petit peu le comité de surveillance au temps, il y a une petite roue là, et c'est à vous de deviner qu'est-ce qu'on peut faire si vous voulez. Une petite boîte à chaussures. Dada la situación actual internacional, en donde existen fuerzas que promueven où il existe des forces qui promeuvent la guerre, des agressions, el irrespeto a las organizaciones multilaterales como manque de respect aux organisations multilatérales comme l'ONU, y la intención de imponer un mundo basado en sus reglas, d'imposer un monde basé sur leurs règles à eux. Se desarrolló un proyecto de la Internacional On a développé un projet de l'Internationale antifasciste que reúne a militantes qui réunit des militants au niveau mondial para intercambiar opiniones pour échanger des opinions y coordinar acciones et coordonner des actions en los casos que se requieran de agresiones abiertas y de violaciones a la ley y al dans tous derecho. les cas où sont avérées des agressions ouvertes. Aquí en Bélgica organizamos un capítulo. En Belgique, on a organisé en espagnol, ça se dit capítulo, j'ai jamais trouvé le mot pour le traduire exactement. On ne peut pas dire une section, mais un chapitre. Chapitre très religieuse. Y
Sí, y creo que en todas las ciudades europeas existen capítulos de la Internacional Antifascista. Dans les différents pays européens, il existe des chapitres de l'Internationale antifasciste. La diferencia de este proyecto con otros esfuerzos antifascistas par rapport à d'autres, es que existe d'autres projets de force existe el apoyo logístico del gobierno venezolano. Que ici c'est international à l'appui logistique du gouvernement. Y se han estado haciendo reuniones en línea. Il y a des réunions virtuelles. Y también se han hecho conferencias en Caracas para discutir diferentes aspectos del tema del antifascismo. Pour discuter, débattre des différents aspects du fascisme. Existe la intención de organizar una coordinación Il y a l'intention d'organiser une coordination en Europe. Pero eso es un proyecto que todavía está por hacer. C'est un projet encore à construire. Sin embargo, sí hemos logrado realizar reuniones mundiales de la internacional. Nous avons déjà pu réaliser des réunions mondiales de cette internationale. Personas o militantes de todos los países, de todos los continentes. Des militants de tous les continents. Oui, une autre intervention? Vous êtes fatigué? Bon, s'il n'y a plus d'intervention, je pense qu'on peut continuer les interventions au bar. Voilà. Merci.